Bonjour une nouvelle fois et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous travaillons, sans le savoir, à une œuvre extraordinaire. On construit, selon moi, le paradis pour nos futurs descendants. L'humanité évolue vers son ultime perfection, le paradis. Alors la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de tout, la fin de l'argent, la fin des guerres, la fin de... Bref, et l'accession à la contemplation, à la sagesse, à l'éveil, à l'extase. Voilà, à l'amour évidemment, c'est l'état d'amour absolu, ce que nous appelons l'amour, l'amour absolu. Voilà la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. Vous avez toujours le lien en dessous. Si ce travail vous paraît intéressant et digne d'être un peu mis en lumière, eh bien vous pouvez envoyer vous pouvez établir des liens avec votre propre espace YouTube ou avec votre propre site. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net et évidemment vous pouvez participer si vous avez des choses à dire ou si vous, si vous avez des capacités pour améliorer la visibilité de cet espace. Vous pouvez le faire, vous avez juste à m'écrire, à m'envoyer un petit message et vous êtes les bienvenus dans ce travail atypique. Voilà, c'est une philosophie atypique. Je ne suis pas un universitaire, mais on pourrait dire c'est une philosophie naïve du devenir humain, c'est comme ça que je l'ai écrite d'ailleurs. Et avec une vision atypique, d'un esprit atypique, porteur d'un trouble du spectre autistique. Voilà. Voilà pour l'introduction. Alors là, je travaille à partir d'une émission qui s'appelle Avec Philosophie, qui est vraiment géniale, que je vous conseille, qui passe tous les matins de la semaine entre 10h et 11h, je crois, sur France Culture. Et qui était destiné à ce moment-là, je me souviens plus à quel moment, je vais essayer de... C'était le 13 octobre, c'était il n'y a pas très longtemps, le lundi 13 octobre 2025, l'émission était consacrée à la complexité et ses nuances. Et ça c'était la série, et la philosophie du jour, c'était la philosophie complique-t-elle tout ? Dans le thème de la complexité. J'ai déjà fait une vidéo et là, eh bien, on va continuer à commenter et la deuxième vidéo. Donc je lance et je commente. Voilà comment je pratique. Elle est indispensable pour maintenir l'exigence de réflexion critique. La dialectique, alors, qui est une chose inventée par la philosophie grecque, qu'est-ce que ça veut dire, Claire Pagès ? Peut-être très simplement, on peut dire que la dialectique, ça signifie qu'il n'y a pas de réponse simple ou immédiate aux questions qu'on se pose, mais que si la question est sérieuse, si elle est dirimante, eh bien pour l'examiner, l'approfondir, tenir compte de tous ces enjeux, il va falloir en passer par un certain nombre d'étapes. Et bien peut-être aujourd'hui on a envie d'avoir tout de suite des réponses sous la main, mais que la pensée soit dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot qui est philosophique. C'est ça qui... C'est un peu compliqué là. Le décomposer, ses origines, donner son étymologie et peut-être aussi exposer un peu les toutes premières pratiques très anciennes de la dialectique. Vous qui avez consacré à cette chose-là un livre entier. Voilà, peut-être
initialement, ça désigne une manière de s'y prendre avec le langage et qui implique la présence de l'autre et le dialogue avec l'autre. Et c'est dans le dialogue, dans l'échange de raison avec l'autre, que va dialectiquement, par l'intermédiaire du dialogue, émerger un certain nombre de propositions intéressantes qui vont faire la lumière sur ce qu'on était en train de chercher. Voilà, c'est-à-dire on interroge, c'est le principe apparemment de Socrate. En dialoguant, en posant des questions et réciproquement, etc., on avance vers la solution. Donc c'est un mouvement d'évolution, un mouvement qui tient compte du temps et qui cherche à atteindre quelque chose dans le futur. La différence entre dialogue et dialectique sont des mots très proches. Est-ce que c'est l'idée d'une dualité ou on se trompe en pensant que dia engage la dualité? Est-ce que c'est l'idée d'un logos, donc d'un raisonnement entre? Dia souvent évoque entre. Quand même, je trouve que ce mot, et ces deux mots justement, exigent un peu d'examen. Peut-être on pourrait dire que c'est la dialectique une modalité du dialogue ou une manière de dialoguer. Il y a plein de manières de parler avec les autres. On a des conversations courantes où on engage sa subjectivité ou ses préférences. Peut-être que le dialogue et le dialogue philosophique, il engage la cohérence du langage. Est-ce que ce que je te dis, tu es d'accord? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que tu as une objection? Donc, dans ce type de dialogue qu'est la dialectique, il y va de l'enjeu de vérité et de cohérence du langage lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Canivet? Il en va du langage. Très franchement, c'est pas ma première attitude de penser que c'est la question du langage. Je crois que c'est la question du concept. Et donc, avant de remettre en question le langage, on l'utilise, disons. On l'utilise tel qu'il est pour essayer de penser quoi exactement par la dialectique? Oui, je pense que la notion de dialectique est diverse. C'est d'ailleurs un thème que Claire Pagès a bien explicité dans son livre sur la dialectique. Il y a d'un côté le dialogue, comme vient de le rappeler Claire Pagès, voilà. Qui est une façon... Là, on voit à quel point il y a une sorte de respect entre les penseurs, les chercheurs, les professeurs. Il y a un vrai respect et c'est une pure merveille. J'ai assisté à un colloque à Strasbourg sur la religion, sur la place du religieux dans la société, et j'ai remarqué à quel point il y a vraiment de la bienveillance, il y a vraiment une sorte d'amour, de fraternité. Enfin, il y a beaucoup de respect mutuel pour le travail de chacun. Ça, c'est vraiment incroyable. De mettre à l'épreuve la cohérence des positions des interlocuteurs. Et puis, d'autre part, il y a une façon de traiter la question de la contradiction. Et là, on aborde une dialectique, ce serait plutôt du côté de Hegel qu'il faudrait se tourner, oui. Une dialectique qui explore les contradictions internes au concept même. Je pense que l'une des grandes idées de Hegel, c'est que tous les concepts sont ambivalents, travaillés par des contradictions, et qu'il faut expliciter ces contradictions pour montrer comment les concepts mènent les uns aux autres, se complètent les uns aux autres, aucun d'entre eux n'est autosuffisant. Et voilà, donc on a une logique cette fois-ci du concept, comme vous le disiez, qui est... Et Hegel, évidemment, c'est la clé. C'est pas le seul. Évidemment, Socrate, c'est la même chose. À travers les dialogues de Platon, on arrive à une clé. On arrive à dans le banquet, par exemple, on arrive à une compréhension de l'amour absolu. Et toutes les formes d'amour qui sont là, qui ont leur place, qui font aussi partie du matériel de l'amour, pour arriver à ce que va proposer Diotime, qui est le summum de l'amour. Et donc,
Et Hegel, c'est la même chose. Il montre que la complexité, que ce qu'on croit être opposé, en réalité, travaille pour quelque chose. Et en fait, ce que cherche à éclairer Hegel, c'est la finalité de l'esprit, de l'évolution de l'esprit. Où conduit cette évolution de l'esprit? C'est mon interprétation sans avoir lu Hegel, en n'ayant lu que des bribes ou des commentaires de Hegel. Mais c'est un petit peu la façon dont je pense qu'on peut parler de dialectique selon Hegel, par exemple. Pas seulement une façon d'échanger des arguments. Alors, on va en effet en venir à Hegel, qui est un peu notre ouverture malgré tout du sujet, et c'est bien normal puisque c'est le grand moderne au début du 19e siècle qui refonde avec toute une pensée de l'histoire, cette notion de dialectique qui existe depuis que la philosophie existe. Alors, Hegel pose de manière assez célèbre le problème de l'insuffisance de l'immédiateté. Ça, c'est pour répondre à l'anti-intellectualisme. Oui, l'immédiat. Mais la dialectique, c'est avant la philosophie, c'est à la naissance de la pensée humaine, à mon sens. Les enchaînements qui conduisent jusqu'à dire bon, mais alors à ce moment-là, si voilà, on meurt, pourquoi on meurt? Les premiers hommes devant la mort se posent des questions, etc., et finissent par donner des réponses, une réponse qui va essayer de régler ce problème-là. Ben ça, c'est une dialectique. Et je pense que c'est à partir du moment où l'esprit humain est constitué, mais peut-être pas que l'esprit humain, c'est pareil pour nos cousins primates, c'est peut-être pareil chez les éléphants, c'est peut-être pareil pour les baleines, c'est peut-être pareil, etc. Donc cette attitude de l'esprit de vouloir résoudre quelque chose, au fond, c'est... Bon, on va rester sur l'humanité, mais c'est à l'origine de l'humanité. C'est réflexif, on saisit plein de choses dans le monde, mais il n'est pas sûr qu'on les comprenne, il n'est pas sûr que le plaisir qu'elle donne soit si pur que cela si on y regarde à deux fois, etc., etc. Donc, critique de l'immédiateté par Hegel, qui oblige donc à complexifier par la dialectique. Écoutez cette addition au paragraphe 24 de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, c'est-à-dire de son dernier gros ouvrage qui rassemble l'ensemble de son système. Il est inexact que l'unité immédiate, naturelle, soit l'état qui convient. L'esprit n'est pas simplement immédiat, mais il contient essentiellement en lui le moment. L'unité immédiate, que ce soit l'esprit qui convient. Et pourtant, c'est ça, à mon sens. L'unité immédiate de l'instant, de l'instant, c'est le seul moment d'être réellement en vie, quand l'esprit, il est dans le pur immédiat. Et c'est l'extase. Et là, c'est le fond, à mon sens, hein. C'est le fond que recherche à atteindre l'humanité. L'humanité cherche à atteindre cet état de présence absolue, d'existence totale, de véritable existence, et de fusion avec le tout, de compréhension du tout d'une façon immédiate. De la médiation. L'innocence de l'enfant a sans conteste quelque chose d'attirant et de touchant, mais seulement dans la mesure où elle rappelle ce qui doit être produit grâce à l'esprit. Voilà, mais bien sûr, l'esprit doit produire l'évolution de l'humanité, doit amener à la perfection. Donc pour ça, il faut évidemment ne pas être dans cet état de contemplation absolue, puis il faut agir, il faut que l'esprit puisse passer du passé au futur facilement, qu'il puisse sortir du présent et donc de la véritable existence pour pouvoir se projeter, construire, etc., etc. Évidemment, dans ce sens, il a raison, mais le but, la fin dernière, c'est d'être
dans cet état de pur immédiat qui est un état divin, disons-le. Hein. C'est la façon d'incarner le divin, ou que le divin s'incarne à travers nous. L'union avec soi que nous intuitionnons chez les enfants comme une union avec soi naturelle doit être le résultat du travail et de la culture de l'esprit. Et l'enfant, l'enfant, il est important, mais il est évidemment qu'il est plus dans le présent, dans l'immédiat, mais c'est au-delà l'extatique. C'est un enfant, il est dans l'état d'enfance, mais sans les affres de l'enfance, en somme. Si vous ne devenez pas comme les enfants, mais par là, il n'est pas dit que nous devons rester enfants. Nous trouvons ensuite dans notre mythe mosaïque que l'occasion qui a incité à sortir de l'unité s'est présentée à l'homme par le moyen d'une invitation extérieure, par le moyen du serpent. En réalité, pourtant, l'entrée dans l'opposition, l'éveil de la conscience... Alors là, c'est vraiment super important. Le serpent, c'est parce qu'on a accepté de croquer la pomme qu'on est devenu l'humanité, qu'on est sorti de ce paradis originel, entre guillemets. Le paradis originel, c'est ce vers quoi nous allons. Nous allons vers cet état de paradis, avant le fait d'avoir croqué la pomme. Mais pour atteindre cet état, eh bien, il fallait croquer la pomme, donc prendre conscience de notre nudité, prendre conscience de nous poser des questions, nous interroger, etc. Devenir cette humanité constructrice qui va construire son monde et qui va l'amener progressivement à son état de perfection. Est impliqué dans l'homme lui-même, et c'est là l'histoire qui se répète en chaque homme. Le serpent met la divinité dans le fait de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est en réalité à cette connaissance que l'homme a eu part en rompant avec l'unité de son être immédiat, en mangeant des fruits défendus. En rompant avec l'unité de son être immédiat. Évidemment, c'est en sortant de notre primatitude, parce que, et pourquoi on est sorti de cet état de paradis, entre guillemets, où on pourrait considérer, dans lesquels on pourrait considérer les gorilles, les orang-outans, nos cousins. Ils ont l'air de vivre dans un état de sérénité, sauf que il y a des choses qu'il fallait dépasser, ou les chimpanzés qui sont les plus proches de nous en réalité. Il fallait dépasser certaines choses qui les empêchent d'atteindre la pure sérénité, l'éveil absolu, c'est-à-dire les pulsions qui font que le désir de dominer, le désir, l'affrontement, l'agressivité, etc., tout un tas de choses, et puis le fait d'être soumis aux caprices du climat, d'être soumis aux prédateurs que sont les hommes, par exemple. C'est nous qui sommes les prédateurs essentiels, par exemple, chez les gorilles. Oui, ils n'ont pas les moyens de s'organiser pour se défendre de ça. Il fallait que l'humanité s'organise pour devenir, pour régler ce problème-là, entre autres. Voilà. Et on le fait mal d'ailleurs, mais c'est ce qu'on recherche en maîtrisant notre environnement. C'est une façon de se protéger de tout ce qui est extérieur à l'humanité. C'est plus adamique que mosaïque, me semble-t-il, mais bon, Hegel n'est pas à pour le coup, une approximation près. En tout cas, c'est le serpent du Jardin d'Éden qu'il évoque ici. Il était bon que nous les humains, mangions le fruit pour atteindre un autre état que celui du paradis où tout est simple. Tout à fait. Il y a une exigence de cette médiation et de cette expérience de la chute, qui est donc de l'expérience de la contradiction, de la différence, parce que il n'y a pas de
de savoir immédiat, où toutes les formes d'immédiateté, elles sont un peu suspectes. Alors on croit savoir immédiatement, mais en fait, est-ce qu'on sait bien ce qu'on sait? Est-ce que c'est pas un peu confus, opaque, ce qu'on sait? Où on croit immédiatement. Alors chez les enfants, on vante leur innocence, mais si on y regarde de plus près, est-ce que c'est pas plutôt de la moralité? Est-ce que vraiment les enfants sont moraux? Et quand on regarde un peu les enfants, on voit qu'ils sont extrêmement cruels, avec les petites bêtes qui mordent, qui tyrannisent leurs parents. Alors, Hegel nous dit toutes les positions immédiates, où on croit tenir les choses immédiatement, elles méritent d'être mises en cause, déstabilisées, travaillées par la culture, l'éducation, pour produire des unités qui ne seront pas des unités immédiates, mais ce qu'il appelle des unités concrètes. Alors, il convoque ici Jésus, le mythe de l'enfant, faites venir à moi les enfants, enfin... Et même si ce n'est pas la phrase qu'il cite, mais enfin, il évoque quelque chose comme une référence à l'enfance dans le discours du Christ. Adam, Ève, la pomme, le fruit défendu. Et qu'est-ce que c'est le mythe mosaïque alors? Parce que j'ai émis une interrogation, mais elle est peut-être infondée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ce mythe mosaïque? Qu'est-ce qu'il veut dire, Hegel? Comment on pourrait dire ça? C'est très... Moi, je pense que ce qui est... C'est pas Moïse, là. C'est peut-être autre chose. Tout. C'est quoi, alors, mosaïque? Ce qui est j'aurais du mal à vous répondre. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il utilise le terme de mythe. C'est qu'il y a dans tout ce paradis, dans tout ce régime naturel, où les choses sont bonnes, sont belles. Oui, il utilise la Bible, c'est la Bible qui vient à ce moment-là, mais ça pourrait être un mythe grec, ça pourrait être... Voilà, il l'utilise parce qu'il est génial, le mythe du paradis, du fait de croquer la pomme, donc le fruit de la connaissance, enfin bref, c'est inouï comme intelligence quand on y réfléchit. Et donc il a raison, Hegel, à ce moment-là, de convoquer ce mythe-là, cette idée de la Bible. Immédiatement, ça relève du mythe. Et heureusement... Et il y a les deux choses, le mythe, où justement la loi mosaïque qui vient du judaïsme, le paradis à mon sens, mais bon, il faudrait vraiment, faut toujours regarder derrière ce que je dis parce que c'est très intuitif et c'est pas assez, mes connaissances sont réduites, mais le paradis et l'idée de Adam et Ève, etc., ça vient du judaïsme. Et par contre, venez à moi les petits-enfants ou soyez comme des enfants, viendrait à ce moment-là du christianisme, de Jésus. Voilà. Mais c'est peut-être là le côté mosaïque et le côté christique des deux façons de parler. Il y a le serpent qui vient déstabiliser un petit peu cette tranquillité, qui est une tranquillité qui est fausse. Alors simplement, dans la conception hegelienne, le serpent, il vient de l'extérieur, s'introduire dans le paradis. Eh bien, la dialectique, finalement, c'est une sorte de serpent intérieur. Est-ce qu'il vient de l'extérieur? Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il était déjà dans le paradis ou est-ce qu'il vient de l'extérieur? Ça vaudrait le coup, peut-être je vais faire une vidéo là-dessus, ça vaudrait le coup de vraiment analyser ce mythe, entre guillemets, où on va dire cette donnée de Dieu au judaïsme, cette donnée de connaissance. Voilà, on peut le voir comme ça, on peut le voir comme un mythe, on peut le voir comme une transmission entre le divin et un peuple. La contradiction est à l'intérieur de la réalité. Et je suis d'accord, moi, avec la transmission entre
Le voilà, divin et un peuple. La réalité ou les choses qui sont elles-mêmes portées vers leurs contradictions, leurs différences, leurs autres. Elles n'ont pas besoin d'être piquées de l'extérieur, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Canivet, de ce rapport de Hegel avec des références, encore une fois, que je trouve un peu étranges? Il y a d'autres textes dans la phénoménologie de l'esprit où il dit que son premier texte de 1807, après, il y a tout un système qui va se... Mais comment ils peuvent connaître tous ces... à la science de la logique, et puis on arrive là à l'encyclopédie des sciences philosophiques, où à chaque fois, il nous dit un premier moment qui est l'immédiateté dans notre manière de penser, mais qui n'est rien avant qu'il n'y ait eu une sortie de l'immédiateté. Je veux dire, la pensée n'est rien avant. La conscience a besoin d'un deuxième moment dans lequel elle découvre la contradiction. Je suis pas sûre qu'il faille mettre la religion dans l'affaire. Non, mais... Oui, pour construire l'humanité, oui. Mais l'immédiateté, elle a quelque chose à dire. Elle procure une conscience qui est la véritable conscience. Alors, je ne sais pas si ça marche pour tant que une espèce n'a pas fait le chemin total, justement, que fait l'humanité pour de la conscience duelle, donc au départ d'une conscience pleine et immédiate, qui va devenir conscience duelle, conscience et en même temps créatrice, pour revenir à la conscience unique de l'extase à la fin de l'évolution de l'humanité. Est-ce qu'on est obligé de passer par ce schéma-là, par toute cette évolution pour atteindre la pure extase, la pure conscience, et donc on doit avoir un esprit qui s'est formaté par toute cette chrysalide, toute cette évolution d'un primate naturel en un humain abouti, ou est-ce que nos cousins primates ont déjà cet état de conscience absolue? Je pense qu'il faut qu'on ait compris notre monde pour pouvoir atteindre cet état de conscience absolue. Donc la chrysalide, le développement de l'humanité, il est nécessaire pour atteindre le même état que nos cousins primates, que nos cousins singes, mais avec quelque chose qui est différent dans la métamorphose qui s'est réalisée entre les deux. Mais bon, Hegel le fait parfois, comme on le voit. Ce geste-là, hegelien, mais après tout philosophique, est-il un hymne à la complexité ? Oui, certainement. La notion même de complexité a plusieurs sens. Il faudrait les passer en revue systématiquement. Mais oui, c'est l'idée que la réalité est complexe. Elle est complexe parce qu'il y a toutes sortes de facteurs. On va arrêter là pour cette vidéo et ça fera partie de la prochaine. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.